Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Histoire en série, où aujourd'hui nous recevons Justine Cudorge. Bonjour Justine. Bonjour. Alors vous êtes doctorante en deuxième année en co-tutelle à l'université de Reims et à l'université de Namur et vous travaillez sur une thèse qui s'intitule « Structure et enjeux des systèmes polygéniques, la place des femmes dans le palais mérovingien entre le 5e et le 8e siècle ». Alors aujourd'hui on va faire une émission qui va s'intituler Série et harem et vous allez nous présenter justement ce que c'est un harem et comment on peut le percevoir avec certaines séries. Oui, voilà, c'est ça. Donc, d'abord, pour commencer, pourquoi vous êtes intéressé un petit peu à ce type de série-là ? Alors, tout simplement parce qu'il s'agit en fait d'une thématique qui me touche beaucoup, puisqu'elle permet d'aborder deux aspects qui me passionnent, et ce sont à la fois l'histoire féminine et les fonctionnements curieux, qui sont d'ordinaire assez relativement délaissés dans les séries, au profit très souvent d'une histoire qui est plus politique, on va dire, et beaucoup plus masculine surtout. Je pense aux figures des ministres ou des conseillers, les guerres, les batailles, tout ça. Et donc les séries de harem, c'était une excellente découverte pour moi. Ça m'a permis de beaucoup travailler sur un univers qui était davantage féminin, et en même temps ça entrait en résonance avec mon sujet de thèse, qui portait du coup sur la polygynie. Et de voir toutes ces séries qui finalement développaient des aspects très très différents de ce qu'on avait l'habitude de voir, ça m'a aussi permis de relativiser beaucoup de choses, ou en tout cas de remettre des éléments en perspective. Et c'était quelque chose de très très intéressant pour moi au niveau du travail en amont de la thèse. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on n'est pas sur une émission consacrée à une seule série, mais à plusieurs séries pour cette émission thématique. Alors quelles sont les séries que vous avez choisies ? Alors j'en ai retenu 4 en fait, qui sont plus des paires en réalité. Elles sont à chaque fois souvent dans la continuité les unes des autres. Alors tout d'abord on va dire une saga ottomane, puisque ce sont deux séries qui se suivent et qui sont des séries turques. Alors je vais essayer de ne pas écorcher trop le turc, on me pardonnera quand même. Muhteşem Yüzyıl, donc qu'on connaît nous à l'occidental sous la traduction Magnificent Century, et son spin-off, donc Muhteşem Yüzyıl Kösem, Magnificent Century Kösem. Donc il s'agit de deux gros succès de la télévision turque qui ont été diffusés pour la première entre 2011 et 2014 et entre 2015 et 2016 pour la seconde, et qui ont connu un gros succès avec une large diffusion surtout dans les pays orientaux, avec beaucoup de traductions, et aussi dans l'Amérique latine en fait, puisqu'on a aussi une traduction entièrement, un redoublage entier en espagnol, mais qui n'ont hélas finalement pas été traduits pour la France, ce que je trouve très dommage personnellement. Et donc cette première série, Magnificent Century, elle parle de quoi en fait ? Alors, pour ce qui est de Magnificent Century, on est sur le récit d'un règne tout seul, en fait, qui est celui de Süleyman Ier, donc plus ou moins romancé, évidemment, un sultan qu'on connaît, nous, en France, sous le nom de Soliman le Magnifique, et qui est le grand sultan de l'histoire turque. C'est vraiment une grande période d'âge d'or, où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de conquêtes et tout ça. Et donc, on va suivre son règne, qui est un règne assez long, puisqu'il va quand même de 1520 à 1566. Et pour cela, la série va bien s'étendre, elle va être très prolixe, puisque c'est quand même 139 épisodes sur 4 saisons, en prenant un prisme un petit peu différent, puisque d'habitude, quand on compare par exemple avec d'autres séries, comme je pense au Tudor, on a beaucoup ce côté masculin qui ressort, et là on a beaucoup plus un côté féminin, puisqu'on va prendre cette fois-ci le prisme du harem, avec des personnages qui sont très emblématiques de la période. Je pense par exemple à Hülem, qui est la favorite puis l'épouse de Süleyman. On a aussi Maï Devran, qui est la mère de son premier fils et la rivale de Hülem. Il y a aussi la sœur de Süleyman, il y a sa mère, etc. Et donc devant le gros succès de la série, les producteurs ont décidé en fait de renouveler l'essai avec un spin-off, donc Muhteşem Yüzyıl Kösem,
qui est une suite qui n'est pas choisie au hasard en fait, puisqu'elle est si la première série tournait autour d'un personnage masculin, cette fois-ci on a un personnage totalement féminin qui est moteur de l'action, qui est en fait Kösem Sultan, le grand personnage féminin de l'histoire turque, qui est une régente une favorite, excusez-moi, devenue régente pour 2 de ses fils. Et donc, quel est l'intérêt de ces 2 séries, en fait, par rapport à la thématique qu'on a choisie, du harem, et puis par rapport à l'histoire, j'allais dire, des femmes et du genre? Alors l'histoire, pour ce qui est de l'histoire finalement en elle-même et de son rapport avec le genre, c'est quelque chose finalement, c'est toute l'histoire du harem qui se développe devant nous. Donc pour les occidentaux, c'est aussi très très intéressant de pouvoir rentrer dans des milieux qui sont finalement assez clos, ou en tout cas qui sont très très peu traités dans les séries actuelles. Mais c'est aussi parce que finalement ces 2 séries se sont particulièrement connectées l'une à l'autre, et donc elles font un lien en fait avec une période qui est très spécifique de l'histoire turque, qui est ce qu'on appelle le sultanat des femmes. C'est une époque qui est comprise en fait entre le XVIe et le XVIIe siècle, et pendant laquelle les femmes du harem vont avoir une influence considérable sur le cours des événements politiques. Donc il s'agisse des favorites, des mères, des sœurs, parfois même des grands-mères ou des nièces de sultans. Elles vont prendre vraiment un ascendant et un rôle qui parfois va être extraordinaire. Je pense par exemple à Kösem Sultan, qui va être vraiment le parangon de toute cette période et qui incarne à la fois l'apogée de ce pouvoir féminin, mais aussi sa décadence, puisque après son décès, cette ampleur va peu à peu s'éteindre. Alors, ce qui est intéressant dans votre point de vue aussi, c'est cette démarche comparatiste que vous allez mener durant cette émission, puisque vous avez choisi de aussi étudier 2 séries, mais ce coup-ci chinoises, qui parlent du harem. Oui, voilà, parce que finalement le harem turc est très particulier dans ses caractéristiques, on aura l'occasion d'y revenir, et je pensais que peut-être pour essayer de diminuer ces caractéristiques qui sont vraiment très très particulières en elles-mêmes, c'était bien aussi de comparer avec un milieu totalement différent, cette fois-ci avec 2 séries chinoises qui nous présentent finalement un aspect peut-être un peu moins violent, on verra tout à l'heure, et donc ces 2 séries, ce sont en fait aussi deux séries qui font un lien entre elles, puisque ce sont des adaptations de romans qui sont écrits par la même autrice, Liu Lonji. Et donc la première, c'est The Legend of Shen Huan, donc qui a été aussi un gros succès en 2011, si je me souviens bien, et qui nous raconte un parcours jalonné d'embûches, donc d'une concubine éponyme, Shen Huan, tout est écrit dans le titre, sous le règne de l'empereur Yongsheng. Donc on est au début du XVIIIe siècle, je crois que Yongsheng monte sur le trône en 1722, quelque chose comme ça. La seconde série en fait, donc, est Ruyi's Royal Love in the Palace, qui est pour moi une très très belle série qui me tient particulièrement à cœur, sur une femme qui finalement est assez mystérieuse dans l'histoire chinoise, puisqu'il s'agit de la seconde impératrice de l'empereur Qianlong, qu'on appelle généralement l'impératrice Ulanara, puisque en fait on a très très peu de prénoms des femmes impériales chinoises, donc finalement on se contente en général d'avoir leur nom de famille. Et détail intéressant, en fait, ce personnage de l'impératrice Ulanara est généralement un antagoniste en fait dans les séries chinoises. Donc pour une fois, elle est en héroïne, et ça nous permet d'avoir une vision assez différente finalement de son histoire et de l'histoire du règne en lui-même. Et donc, si voilà, pour donner cette perspective comparatiste, on est quand même pour situer la période dans ces séries-là à l'époque moderne. Voilà, exactement. Et c'est aussi tout l'intérêt finalement de ces séries, c'est de nous présenter des panoramas assez intéressants de leur époque, et en même temps ça nous permet d'apporter des nuances sur une période qui finalement est assez longue et assez différente des 2 côtés. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant en préparant cette émission, c'était l'occasion pour moi, je trouve, en vous ayant au micro, de démystifier un petit peu ce que c'est pour nous occidentaux un harem. Et voilà, du coup, j'aimerais commencer par vous poser la question, dites-nous, qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que c'est un harem ? Alors vaste question, et surtout très très complexe en général à aborder, puisque c'est un sujet qui est en général plein de préjugés. Alors tout d'abord, le mot harem en lui-même est un terme qui est très connoté,
Il est emprunté à la culture arabe et il nous vient en fait de la racine arabe qui signifie deux choses, donc à la fois quelque chose de sacré et d'inviolable ou quelque chose de tabou. Donc en fait on a deux définitions qui sont très très spécifiques. On pourrait parler à la fois d'un espace qui est protégé et dont l'entrée est généralement contrôlée puisqu'il débouche sur une structure qui est intime, des appartements je pense, ou un espace dans lequel des comportements moraux et sociaux seront interdits. Donc par extension, le harem, c'est un ensemble d'appartements qui sont dédiés à la vie privée d'un souverain, où vivent les membres féminins ou en bas âge de sa parentèle. Je pense par exemple à ses femmes, à ses sœurs, à ses enfants. Mais il y a aussi du coup les serviteurs et des esclaves. Donc il s'agit avant tout d'un lieu de vie et d'un espace résidentiel, mais c'est aussi finalement un espace où on va avoir aussi tout un tas de codes sociaux, de codes moraux, puisqu'il y a une hiérarchie, il y a des gens qui vivent et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, par métonymie, c'est vrai que quand on parle par exemple, quand on parle du harem de Suleiman ou du harem de Qianlong, on parle en général des gens en eux-mêmes. Donc quand on dit par exemple le harem, on pense souvent aux femmes elles-mêmes. De même, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, toutes les femmes qui sont présentes dans le harem ne sont pas sexuellement actives, ou en tout cas n'ont pas non plus un rapport, une activité sexuelle régulière avec le souverain, puisque je l'ai dit, on peut avoir aussi bien les mères, les sœurs, les petites filles, les tantes, même parfois les nièces, qui gravitent dans ces lieux. Et je terminerai d'ailleurs cette petite présentation en disant que c'est un mot, comme je l'ai dit, qui est très connoté et parfois certains historiens même préconisent de ne pas l'utiliser. Tout simplement parce que quand on parle de harem, tout de suite il y a des images qui viennent en tête, c'est quelque chose de très lascif, de très exotique, on s'imagine des femmes toutes nues, enfin ce genre de choses. Et la plupart des historiens pense que ce serait mieux de s'en distancer, surtout d'ailleurs qu'en chinois, par exemple, on n'utilise pas ce mot, puisque c'est un mot arabe, donc on utilise le terme hugong, par exemple. Et pour éviter cette notion d'érotisme à tout va, c'est vrai que certaines personnes préféreraient qu'on s'en dispense, mais ça reste un mot très très pratique. Je pense que si je dis à quelqu'un, voilà, j'étudie le harem, tout le monde va tout de suite comprendre de quoi je parle, donc on a encore du mal à finalement le laisser partir. Oui, il y a beaucoup de flou, beaucoup de sexualité aussi, beaucoup d'imaginaire autour de ce terme-là, harem. Et j'aimerais qu'on commence, j'allais dire, par le commencement, qui est justement comment est-ce qu'une femme rentre au harem? Est-ce qu'il s'agit exclusivement de femmes qui sont des esclaves? Comment ça se passe? Alors voilà, donc c'est là tout l'intérêt finalement de croiser ces séries, c'est qu'on va avoir finalement deux situations très très différentes à étudier. Donc je pense que la plus connue, celle qui est en général la plus familière pour tout le monde, c'est celle qu'on retrouve dans l'espace turc, donc dans les deux séries Muhteşem Yüzyıl et Kösem, c'est la capture. Donc car oui, en fait, les femmes ottomanes sont souvent des esclaves en elles-mêmes. On a eu en fait avant le XVIe siècle quelques princesses. C'était assez rare, et en général c'était des princesses qui venaient d'États satellites ou de rivaux politiques. Je pense par exemple à l'Empire byzantin. Mais le XVIe, XVIIe siècle et un peu au-delà, vers le XVIIIe siècle, on est massivement sur des jeunes esclaves qui sont radiés sur les périphéries du monde ottoman, avec donc évidemment tout ce que ça peut comporter de nationalités et de confessions différentes. Fulem, par exemple, qui est l'héroïne, on va dire, de Muhteşem Yüzyıl, elle est ruténienne, donc c'est une région qui se trouve vers la Pologne et l'Ukraine. Kösem, elle était grecque. On a aussi Nurbanu, alors Nurbanu qui est un cas un petit peu plus difficile, on ne sait pas tellement, mais on pense qu'elle était vénitienne. On a Safiye qui était probablement albanaise, etc. Donc ce sont des jeunes filles en fait qui sont arrachées à leur monde, qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas l'islam non plus. Donc il faudra éduquer et former pour qu'elles deviennent des jeunes femmes soignées, cultivées, capables du coup de tenir des conversations avec le sultan et de vivre dans cet environnement. Et donc c'est finalement là où se développe ce sultanat des femmes, puisque l'époque moderne, c'est un moment où finalement les femmes de la famille impériale vont commencer à prendre en charge cette éducation. Elles vont acheter des jeunes filles, elles vont les éduquer, elles vont faire en sorte qu'elles soient des partenaires intéressantes et peut-être qu'elles aient une carrière au niveau de la famille impériale qui soit à la hauteur de leurs espérances.
Mais donc on a majoritairement des femmes qui sont détachées d'une ambition familiale ou d'ancêtres sur lesquels elles peuvent se reposer finalement pour progresser. Alors Et pardon, vous nous disiez, il n'y a pas de souci, donc vous nous disiez qu'il y avait là une vraie différence. On a bien compris cette idée de faire venir, j'allais dire, souvent contre leur gré, des femmes pour des critères de beauté, je pense en premier, qui viennent des provinces périphériques ou de l'extérieur, hein, vous l'avez bien montré, de l'Empire ottoman. Donc on est sur une relation contrainte dans tous les cas au début. Hein. C'est pas du tout le cas, ce que vous disiez, dans le harem chinois. Voilà, donc c'est une grosse différence. Alors bon, la contrainte, elle est un petit peu là aussi finalement, mais en tout cas pas de cette manière-là. C'est-à-dire que dans le harem chinois, finalement, on rentre avant tout grâce à ses connexions familiales. Donc la période en fait dans laquelle se déroulent les deux séries que j'ai proposées sont un petit peu différentes puisque la dynastie Qing est une dynastie qui est mandchoue, donc finalement il y a aussi un petit peu ce côté différence entre l'élite Han et puis l'élite mandchoue, mais dans les deux cas finalement ce sont des jeunes femmes de la noblesse qui sont choisies en fait sur là aussi des critères de beauté, mais pendant une sélection donc qui se tient en général tous les 3 ans et qui oblige les jeunes filles à se présenter avant qu'elles ne soient mariées à la cité interdite. Et là, on détermine si elles peuvent être des concubines valables et donc si elles sont directement renvoyées dans leur famille pour ensuite se marier. Mais on a ce côté, voilà, des jeunes filles qui en général ont des connexions familiales, qui ont des pères ou des oncles ou des grands-pères qui sont en général des hommes du gouvernement et qui peuvent se prévaloir parfois d'ancêtres très connus et donc être beaucoup plus investis au niveau de la famille impériale. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, il y a une vraie différence aussi sur l'arrivée de la jeune fille au harem entre le monde turc et le monde chinois. Voilà, c'est ça. Et en général, c'est quelque chose qui est très très bien rendu dans ces séries, c'est que on a finalement des circonstances qui sont très très différentes, puisque chez les concubines ottomanes, en général, ce sont des circonstances qui sont dramatiques, avec un arc scénaristique qui est généralement celui de l'acclimatation. Il faut quand même se remettre dans la tête de ces jeunes filles qui arrivent complètement déboussolées. Je pense par exemple à Fulem dans Magnificent Century au début, qui est complètement folle de rage, qui déchire les vêtements, qui casse les choses autour d'elle, elle ne veut pas du tout être ici, et donc il va falloir aussi faire le deuil de sa famille, faire le deuil aussi finalement de cet espoir de pouvoir s'enfuir. C'est quelque chose qui est au cœur du tout début de Que Sem, où la petite héroïne, qui a 13 ans, essaye par tous les moyens de retourner sur son île grecque, mais au bout d'un moment, elle se décide que finalement ce n'est pas possible. C'est quelque chose de vraiment dramatique, et au contraire, les concubines chinoises sont beaucoup plus sur quelque chose de neutre, ou en tout cas, elles font leur devoir. Et ça se remarque par exemple dans Shenhuan, où on a le personnage de Linggong qui vient d'une famille de la petite noblesse et qui compte vraiment sur cette nouvelle position pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. On la voit par exemple à plusieurs reprises envoyer de l'argent à sa mère. Et on a pareil dans Rouyi, un personnage que je trouve très très intéressant, donc qui est Jin Yuan, qui est d'origine coréenne et qui a comme objectif de placer son fils sur le trône coûte que coûte, puisque ça pourrait l'aider à entretenir des relations diplomatiques avec son pays d'origine. Donc on a vraiment ce côté des jeunes filles qui sont là pour essayer d'aider du mieux qu'elles peuvent leur famille et qui sont même parfois qui ont des soucis finalement aussi à cause de leur famille. Je pense par exemple à l'héroïne Rouyi, qui est très conditionnée au début puisqu'elle est la nièce de l'impératrice en titre. Mais quand l'impératrice tombe en disgrâce, eh bien, elle entraîne toute sa famille avec elle et ça, dès le début du premier épisode, on se demande si Rouyi va finalement pouvoir entrer au harem elle aussi, puisque sa famille est disgraciée dans son entier. Alors, vous l'avez évoqué dans votre introduction, l'intérêt de ces 4 séries, bon, il y en a d'autres, je pense notamment aussi à une série un peu plus médiévale comme Marco Polo, où à la cour de Kublai Khan, on voit aussi ce fameux harem. Mais moi, ce que je trouve intéressant là, dans ce que vous commencez à nous évoquer, et j'aimerais qu'on le développe maintenant, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans ces milieux féminins, dans ces palais, que ce soit des palais, vous l'avez dit, la cité interdite, ou que ce soit dans les palais
l'Empire ottoman, donc à l'époque à Istanbul. Qu'est-ce qui se passe donc? Comment fonctionnent ces harems-là et comment on peut l'apercevoir à travers ces séries qui mettent avant tout l'accent sur les femmes? Voilà, oui, donc c'est vraiment tout l'intérêt, puisqu'en général, on va dire que les femmes sont ou très peu traitées, ou en tout cas elles sont... on va très vite en général sur leur storyline et on montre assez peu finalement leur environnement. Donc là, en fait, on a tous ces personnages féminins qui sont qui interagissent vraiment entre elles et c'est quelque chose que je trouvais qui était très différent de certaines séries que j'avais l'occasion de regarder. Je pense par exemple à la Rome de HBO où on avait Atia et Serwidia qui ne servaient strictement à rien, qui étaient assez désastreuses au niveau de leur caractérisation. Et là, donc on a des personnages qui sont très très différents et qui sont à la fois des moteurs de l'action, mais qui sont aussi là pour nous présenter finalement leur vie. Donc on a ce côté qui n'est pas oublié de l'héroïne qui va essayer de terrasser des adversaires ou de gagner ses galons face à des femmes qui sont parfois plus âgées ou plus influentes, mais on a aussi ce jeu finalement de démontrer la vie telle qu'elle est et finalement de mettre l'accent sur les femmes en elles-mêmes et sur leur propre motivation. Je pense par exemple aux luttes qui peuvent s'exercer autour de la personne du souverain, mais qui finalement, même s'il existe parfois des notions romantiques dans certains couples, finalement l'amour c'est une question qui est assez laissée en suspens dans certaines trajectoires, où on est surtout là pour essayer de démontrer une progression au sein du harem pour essayer d'obtenir de gérer un aspect économique, cérémoniel et surtout hiérarchique de cet ensemble de femmes. À mon avis, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là pour essayer de montrer la progression vraiment de certaines femmes dans leur propre motivation. Et pour moi, du coup, c'était quelque chose de très très intéressant aussi de les voir évoluer. Donc, je pense par exemple aux concubines ottomanes qui au début, comme on l'a dit, n'ont aucune éducation ou très très peu, puisque certaines sont des paysannes à la base, et de les voir progresser comme ça, devenir de plus en plus puissantes, de les voir devenir de plus en plus policées aussi, et au niveau des séries chinoises, de voir finalement tout le déroulé de ce qui fait finalement la noblesse chinoise en elle-même, de voir ce qui fait aussi la poésie, la calligraphie chinoise, de ce qui fait l'enseignement qu'on donne aux jeunes femmes, surtout en plus sous la dynastie Mandchoue, on pratique beaucoup l'équitation, on pratique aussi le patinage, toutes ces choses-là qui font que les femmes vivent entre elles et qu'elles vivent aussi et qu'on n'a pas l'occasion de voir dans les autres séries. Alors ce que je trouve intéressant aussi, par-delà la vie, c'est l'autre aspect, j'allais dire un peu plus formel, un peu plus architectural, c'est celui de découvrir dans l'espace lui-même du harem, son organisation, son décor, chose normalement qui était déjà interdite aux hommes, puisque seuls les eunuques pouvaient être dans cet espace-là. Et donc, comment ça se passe? Est-ce que ça c'est bien retranscrit dans ces séries? Est-ce qu'on s'en aperçoit bien? Alors oui, on a la chance d'avoir des séries qui ont beaucoup travaillé leur décor et qui ont aussi beaucoup travaillé les aspects hiérarchiques. On a beaucoup ce personnage de l'eunuque qui gravite. On a aussi beaucoup, ce qui est très intéressant, ce personnage de la servante qui est là pour vivre avec les femmes, pour les aider dans leur motivation, dans leurs actions. Et c'est quelque chose qui est très très présent, je pense par exemple dans les séries chinoises, où on a vraiment tout cet aspect de la petite domesticité autour des femmes, et ça je trouve ça vraiment très très intéressant en soi. Et donc, quand on s'aperçoit un petit peu de ce que vous évoquez là, on se rend compte que finalement, ce milieu du harem, c'est un milieu qui est régi par des règles de fonctionnement, par des interactions aussi sociales entre les femmes elles-mêmes. Et il y a de véritables luttes de pouvoir, vous l'avez dit. Et donc, c'est peut-être aussi à travers ces séries-là l'occasion d'aborder des notions à la fois de progression sociale, vous l'avez dit notamment avec les concubines du harem musulman, du harem ottoman, qui sont souvent des femmes de basse extraction, qui sont recrutées pour leur beauté, et à l'inverse, on est dans le harem chinois plus sur des femmes qui sont sur une vraie stratégie sociale et matrimoniale. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à travers ces séries sur ces notions de progression sociale et hiérarchique? Alors oui,
oui, on a beaucoup ce côté-là, puisque très souvent, c'est vrai qu'on essaye de commencer avec une héroïne qui va se trouver tout en bas de la hiérarchie et de la voir progresser pour atteindre vraiment un rang suprême ou une influence incontestée. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, mais même dans les séries chinoises en général, on arrive à retrouver ce côté-là. Je pense par exemple au personnage principal dans Rouyi, Royal Love in the Palace, où Rouyi, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrive en étant un peu une nièce disgraciée, donc il lui faudra elle aussi, même si elle vient d'une famille aristocratique, gagner un peu ses galons, si j'ose dire, pour obtenir finalement un rang suprême. Donc au milieu, finalement, il va falloir surmonter des obstacles, faire des rivales plus puissantes, plus ambitieuses, et trouver surtout, je pense que c'est ça le plus important, le moyen de se stabiliser. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un rang extraordinaire si on n'est pas capable de faire face à des nouvelles rivales. Il faut trouver une façon de se stabiliser pour que ça se poursuive sans trop de heurts. Et dans le cadre de, par exemple, Muteshem Yudil et Kesen, cette position, en général, elle s'acquiert par la mise au monde d'un fils, qui permet alors à la concubine de passer du rang de ce qu'on appelle les carriers, donc c'est le terme de l'esclave de base, pour devenir une sultana. Ce qui est un terme en général qu'on n'utilise pas tellement dans l'historiographie turque, mais que la série a un peu popularisé. C'est-à-dire que normalement on parle surtout de hatun en fait, qui veut dire dame en turc. Donc normalement une consort ottomane se fait appeler hatun, mais là la série a préféré utiliser le terme de sultana, qui est le terme on va dire honorifique de la femme qui a mis au monde un fils. Et dans le harem chinois c'est encore plus subtil, puisqu'on a véritablement 7 rangs hiérarchiques différents entre les concubines entre elles. Donc on peut voir, je pense par exemple dans Shenhuan, l'héroïne qui part finalement d'un rang très très bas, je crois qu'elle est sur l'avant-dernier rang à mon avis, si je me souviens bien, au tout début de la série, pour atteindre le rang le plus prestigieux à la fin. Et on a aussi finalement ce côté, même si c'est un petit peu moins présent, on a aussi ce côté de la possibilité pour une servante d'intégrer le harem chinois. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Rouyi. On a un personnage qui part du rang de simple servante, donc la simple esclave de base, pour atteindre le rang très très prestigieux de Huang Guifei, qui est en fait celle qui dirige le harem en lieu et place d'une impératrice. Alors qu'on soit dans le monde musulman ou qu'on soit dans le monde chinois, on a aussi des clichés par rapport au harem, notamment par rapport aux costumes de ces femmes-là. On est dans des espaces qui contrôlent chacun un bout de la route de la soie, donc on a accès à des matières très nobles pour les costumes comme ça. Alors j'aurais aimé savoir, est-ce que justement par rapport à ces richesses-là, notamment au niveau des habits, est-ce qu'on peut voir, et est-ce que la série le montre, cette progressivité, ce que vous avez montré, d'ascension sociale à travers, est-ce qu'il y a une façon de démarquer, de par le costume, les concubines par exemple? Alors oui, donc il y a quelque chose de très très intéressant à ce niveau-là. Je pense surtout aux costumes qui ont été mis en place dans Muteshem Yudil et Kusem, qui ne sont pas à proprement parler des costumes très très bien historiques, on va dire, puisqu'il y a quand même une grosse part d'interprétation personnelle du ou de la costumière dedans, mais on a quelque chose, on voit bien la progression entre le rang de la simple concubine de base et celle de la grande, de l'épouse, ou en tout cas de la favorite, notamment avec l'ajout par exemple de fourrure ou de bijoux, de choses comme ça. Et c'est pareil dans les séries chinoises, puisqu'on a des règles en fait au niveau du harem chinois qui conditionne en fait le fait de porter certains bijoux, le fait de porter certaines coiffes qui sont réservées à certains rangs. On a aussi beaucoup des costumes qui sont des costumes de cour, où finalement chaque fois qu'on monte un grade en fait hiérarchique, on a une sorte d'intronisation, une cérémonie où les femmes reçoivent des costumes ou des bijoux spécifiques. Ça c'est très bien retranscrit en général. Sinon, en soi, je pense par exemple aux deux séries, Muteshem Yudil et Kusem, se sont fait un petit plaisir, donc qui est très très intéressant, que j'ai trouvé très très joli à regarder. C'est qu'on a en fait finalement un pont qui est fait au niveau des costumes entre les deux séries, avec deux éléments de costume qui sont très très symboliques. D'à côté, on a la bague en émeraude et la coiffe de Hulem, donc qui
qui sont vraiment très liés à son personnage, qui monte vraiment du rang d'esclave à celui d'épouse. Et en fait, on a les personnages de Kesem qui vont vraiment être très très intéressés par l'obtention de ces deux bijoux, la coiffe et la bague. Et par exemple, on a Kesem qui se voit offrir la coiffe de Hulem au moment où elle devient la favorite. Il y a tout un jeu au niveau de la bague en émeraude, c'est-à-dire que quand on l'a, on est une femme puissante. Quand on ne l'a plus, ça veut dire quelque chose. Je pense à la scène où sa fille Sultane, donc, qui est la grande femme influente au début de la série, est obligée de la retirer puisqu'elle est en train de vivre une grosse disgrâce. On va l'enfermer en prison, donc elle doit retirer ses bijoux. Et le moment où elle doit retirer la bague, elle doit retirer elle-même d'ailleurs, c'est un moment très très intense on voit bien qu'elle se défait à ce moment-là de son pouvoir. Oui, alors justement, hein, ce qui est là intéressant, on parlait de pouvoir, ce qui, dans l'imaginaire occidental, est le premier pouvoir de ces femmes-là, c'est le pouvoir sexuel. Alors là, je pense que les auditeurs aussi attendent des explications là-dessus, puisque vous évoquiez tout à l'heure la série Rome produite par HBO, où il y avait effectivement des personnages féminins qui étaient hyper sexualisés. Je rappelle que ça a été au début, justement à l'époque de Rome, mais aussi du début Game of Thrones, l'idée de HBO qui était de mettre en avant beaucoup de scènes sexuelles pour fidéliser un public masculin, on va dire, entre 20 et 50 ans. Comment ça va se passer dans ces séries-là qui sont issues du monde oriental, hein, du monde musulman, mais aussi du monde chinois? Comment cette sexualité est mise en œuvre? Comment elle est filmée? Et puis, tout d'abord, avant de voir tout ça, la première question, ça serait de se poser la vraie question qu'il y a en Occident aussi. Est-ce que, justement, ce harem, qui est un cliché érotique, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors c'est quelque chose justement de très intéressant à ce niveau-là quand on regarde ces 4 séries, c'est qu'on arrive vraiment avec cette idée, oh là là, ça va être un harem, ça va être quelque chose de très très sexualisé. Et en fait, pas tellement. Tout simplement parce que la vision qu'on a, nous, du harem en tant qu'occidentaux, c'est vraiment quelque chose qui est propre au monde occidental. C'est quelque chose qui est né de la peinture, surtout, où il fallait un prétexte, en fait, finalement, pour pouvoir représenter une femme nue, sous peine d'être censurée. Donc, l'odalisque, cette fameuse concubine orientale, elle est très pratique. C'est un prétexte, finalement, pour représenter ces corps de femmes nues. Et l'imaginaire occidental s'est nourri vraiment de tous ces éléments qu'on peut retrouver dans l'historiographie ou dans la peinture. Je pense surtout par exemple au sultan Ibrahim, dont on dit en fait qu'il aurait fait noyer près de 200 concubines dans le Bosphore. C'est à la fois quelque chose qui est totalement faux, mais en plus qui donne des chiffres assez sidérants en matière de possibilités de partenaires sexuels. C'est le cas aussi finalement pour les souverains chinois. À chaque fois qu'il y a un mauvais souverain, on dit que c'est parce que c'est quelqu'un qui est trop porté sur le sexe. Puis il y a toujours une bonne mégère, un bon bouc émissaire à représenter sous les traits d'une grande favorite. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très souvent aussi en Occident. Mais donc on a vraiment ce côté sulfureux qui naît finalement de choses qui ne sont pas toujours vraies et qui sont souvent liées à une légende noire qui est toujours présente en fait. Et donc dans la réalité, hein, le harem c'est quelque chose qui est très codifié, on ne fait pas ce qu'on veut, y compris pour le souverain d'ailleurs un petit peu, hein, il y a des règles à respecter, vous l'avez dit, des hiérarchies, qui permet à tout ce petit monde de fonctionner à peu près. Voilà, c'est exactement ça. On a ce côté à la fois chez les Ottomans et dans le monde chinois de vraiment quelque chose qui est codifié, qui est vraiment régi par des règles spécifiques, qui sont en général des règles religieuses ou des règles sociales, et on ne fait vraiment pas ce qu'on veut. Je pense par exemple dans le système ottoman, les jeunes filles qui vivent finalement dans le harem ne sont pas toutes destinées à devenir des partenaires sexuels. Certaines finalement deviendront ce qu'on appelle des kalfas, c'est-à-dire elles feront partie de la domesticité, tout en sachant qu'on peut vraiment atteindre des rangs très très importants en étant kalfa. Je pense par exemple au personnage de la nourrice du sultan. En général, elle a vraiment une pension très 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 conséquente. C'est aussi le cas pour des jeunes filles qui ne sont pas forcément des kalfas, mais qui un jour peuvent demander finalement au sultan, si elles n'ont pas été sa partenaire sexuelle ou si elles n'ont pas eu d'enfant, de dire bon bah voilà, moi je voudrais me marier. Donc dans ces cas-là, le sultan trouve un époux convenable et le palais prend en charge le mariage. On a vraiment ce côté-là aussi, ça il faut le savoir. Et le système chinois
est différent, mais on a toujours ce principe finalement d'une routine. C'est-à-dire qu'on a des jours précis qui sont dévolus à certaines personnes et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, il y a des jours qui sont dévolus à l'impératrice. Il faut savoir qu'en Chine, on fait une grosse différence entre ce qu'on appelle l'épouse légale, qui devient l'impératrice, et les concubines. Donc l'épouse légale a vraiment une supériorité au niveau des concubines, et donc elle a des jours qui lui sont réservés. En général, c'est ceux qui sont considérés comme étant biologiquement parlant plus fastes pour concevoir un enfant, et si l'empereur déroge à la règle, ça serait très mal vu. C'est pareil aussi dans la façon que l'empereur il doit faire très attention finalement à ne pas négliger ses autres concubines au détriment d'une en particulier. Il faut vraiment qu'une osmose règne dans l'ensemble du harem. Alors, c'est possible, évidemment, qu'il y ait des épisodes plus libertins. Ça, je ne suis pas non plus en train de dire que ça n'a pas pu exister, mais en tout cas, ce ne sont pas des moments qui sont considérés comme la norme. Et je pense par exemple à un passage très très intéressant dans Rouilly, où justement l'empereur il nous fait une petite crise de la quarantaine et il s'encanaille un petit peu avec des prostituées de passage, mais au moment où en fait il voudrait en désigner une comme une concubine officielle, là l'impératrice doit intervenir, il faut mettre le haut là, on ne peut pas faire entrer n'importe qui dans le harem, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et il faut rétablir l'ordre tout de suite. Et de la même manière, tout le monde n'est pas non plus sexuellement actif dans l'enceinte du harem. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est aussi vrai au niveau des concubines qui normalement sont destinées à une sexualité. On a vraiment une récurrence dans ces séries du personnage de la concubine délaissée. On a Gulfem par exemple dans Muteshem Nutdil. On a Shifei aussi dans Shenhuan, ou encore Mei Pin dans Rouilly. Et Mei Pin d'ailleurs qui est un personnage très intéressant à ce sujet, puisque c'est une concubine qui rentre en étant vraiment une favorite. Donc l'avoir finalement se retrouver délaissée, c'est aussi une storyline qui est très intéressante, de voir comment est-ce que finalement le dépit commence à prendre place et finalement voir qu'elle n'arrivera jamais à reprendre une vie sexuelle plus active que ce qu'elle a eu avant. Et donc j'aurais aimé maintenant savoir du coup d'où venait cette version hyper sexualisée, cette vision occidentale du harem. Qu'est-ce qui a créé cette image-là ? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, c'est né finalement de tout ce courant qui est né avec la peinture, les clichés comme l'odalisque, les eunuques noirs, les femmes qui sont achetées sur un marché, les scènes d'orgie. C'est vraiment quelque chose qui se développe entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on va dire, surtout dans la littérature et la peinture, un peu aussi dans le théâtre et l'opéra, mais surtout dans la peinture, je pense. Donc c'est une vision qui est complètement fantasmée d'artistes qui ont entendu des récits sur les vies conjugales des souverains orientaux, mais comme vous l'avez dit plus haut, ils n'ont pas pu y mettre les pieds, donc nécessairement ils n'ont pas été au contact de ces gens, ils n'ont pas entendu de sources sur les choses, donc c'est une fantaisie finalement qui surfe un petit peu sur ce côté de racisme latent, évidemment, parce que quand il s'agit de peindre de belles femmes blanches capturées par des étrangers pour servir sexuellement un maître, ce n'est pas dénué à mon sens d'une certaine arrière-pensée. Et c'est d'ailleurs un gros contraste avec la réalité de la situation, puisque quand vous avez des gens qui sont vraiment au contact de ces milieux et qui connaissent le fond de la vérité, ou qui s'en sont légèrement approchés, la vision qu'ils en donnent ne fonctionne pas très bien au niveau du public. Je pense par exemple au tableau des femmes d'Alger dans leur appartement de Jeanne de la Croix, donc qui est peint en 1833, et qui est lié à ses propres souvenirs de voyage, puisqu'il avait obtenu de pouvoir voir des femmes dans leurs intérieurs pendant un séjour qu'il a fait sur Alger. Et bien, les femmes qu'il peint, ce sont des femmes habillées, qui discutent, qui fument le narguilé. Et même si, évidemment, cette peinture a été appréciée pour ce qu'elle était, on a trouvé quand même que c'était sage, quand même, c'était pas très très sexy. Oui, justement, la question où je voulais en venir tout à l'heure, par rapport à la vision occidentale, y compris d'ailleurs la vision occidentale à travers des séries qui présentent l'Orient. Alors je parlais tout à l'heure de Marco Polo, qui est tourné en Occident, où on voit dans des scènes assez plus que dévêtues, plus que suggestives, on voit l'impératrice d'ailleurs et plusieurs autres femmes au lit avec Kubilai
Kublai Khan. Qu'est-ce qu'il en est dans ces séries-là où justement on est en Orient, on est dans le monde musulman, on est dans le monde chinois. Comment est-ce qu'elles sont tournées? Est-ce que la sexualité elle est montrée ou est-ce qu'elle est suggérée? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est un aspect important de la chose, c'est qu'on est sur des pays qui ont beaucoup de censure. Donc finalement, la sexualité, si elle devait être présente, en tout cas, elle sera toujours détournée, parce que il faut contrebalancer cette censure. Il faut essayer de ne pas vraiment entrer dedans. Et donc finalement, on a ce côté des scénarios qui contournent toute possibilité de mettre en scène une sexualité, puisque finalement c'est pas l'intérêt premier. On est sur quelque chose qui n'a pas besoin finalement de montrer pour qu'on sache. Je vais prendre un exemple tout simplement. On n'a pas besoin de suggérer, on a besoin uniquement de suggérer la sexualité, puisque de toute façon ce qui nous intéresse c'est pas forcément la scène de sexe en soi, c'est ce qu'elle va transmettre. C'est le fait de développer une grossesse ou au contraire de ne pas la développer. Donc finalement, ces séries sont plus intéressées par le côté de est-ce que les personnages vont réussir à mettre au monde un enfant, est-ce que la grossesse va se faire jusqu'au bout, est-ce que finalement on va pouvoir rebondir après par exemple la mère, est-ce qu'elle va pouvoir tirer son épingle du jeu, est-ce qu'elle va pouvoir élever son enfant, est-ce qu'elle va pouvoir être en cohésion avec lui, etc. Alors justement, hein, dans ces harems-là, dans la façon de filmer, il y a quand même des choses qui sont montrées, et notamment la sensualité. Il y a des personnages qui apparaissent beaucoup plus sensuels que d'autres. Oui, voilà, donc on a vraiment des personnages qui sont là pour apporter cette dose de sensualité, mais qui en même temps ne sont pas montrés complètement nus, ou en tout cas ne sont pas montrés dans des scènes équivoques. Mais j'ajouterais même que finalement la sensualité, ce n'est pas quelque chose qui est propre en soi à un personnage, parce qu'au contraire on ne peut pas tout miser uniquement sur la sensualité. Et par exemple, je vais prendre deux personnages, donc on a Hélène Sultan dans Mikichem Midville et on a Roi Fei dans Shenhuan. Elles sont vraiment très très sexualisées à certains moments, ou en tout cas elles sont présentées comme étant beaucoup plus désirables ou comme partageant beaucoup plus la couche du souverain, du sultan ou de l'empereur. Mais finalement, tout l'enjeu de leurs intrigues, ce n'est même pas uniquement d'avoir des rapports sexuels avec leur conjoint, c'est surtout de pouvoir garder cette intimité et de la cultiver. Dans le cas de Julem, évidemment, ça va beaucoup jouer en sa faveur, puisque elle va non seulement devenir l'épouse du sultan, mais surtout elle va lui donner plusieurs fils. Donc à ce niveau-là, son rang va vraiment s'étoffer. Mais dans le cas de Roi Fei, par exemple, à plusieurs reprises, on devine qu'elle a eu un rapport sexuel avec l'empereur, puisqu'elle se trouve dans son lit, ou qu'en tout cas, il est resté avec elle la nuit. Mais pour une raison ou pour une autre, ça arrive à plusieurs reprises qu'il la quitte tout simplement, même parfois au beau milieu de la nuit, pour rejoindre l'héroïne, donc Shenhuan, soit parce qu'il s'inquiète pour elle, ou parce qu'elle lui manque. Donc finalement, même en étant sexuellement active, Roi Fei ne peut pas conserver un ascendant très très longtemps, et il va vraiment falloir à un moment donné qu'elle trouve une solution pour combler ce manque, puisque même le fait d'être davantage érotisé, ça ne joue plus en sa faveur à partir d'un certain moment. Alors justement, hein, on aborde là aussi une thématique qui est assez intéressante, c'est l'évolution des personnages, et cela montre dans ces séries que le harem, c'est quand même un milieu qui est assez corrupteur pour les personnages eux-mêmes, et il y a une idée dedans d'évolution, alors d'évolution en priorité pour éviter, pour se protéger, et aussi pour éviter la perte de ses proches. Oui, voilà, on a vraiment ce côté que certaines femmes sont souvent en danger, ou en tout cas elles n'ont au début pas assez de puissance elles-mêmes pour se protéger et pour protéger leurs proches. Donc il va vraiment falloir se mesurer à d'autres, et pour ça il faut montrer les dents, il faut vraiment de devenir quelque chose de beaucoup plus redoutable que ce qu'on était avant. Donc il y a ce côté finalement de la perte un petit peu de l'innocence, puisque les personnages vont être repoussés dans leur retranchement, et donc finalement plus on progresse dans l'histoire, plus les tensions et les drames peuvent s'accumuler, et au point finalement que certains personnages soit se retrouvent seuls, soit perdent complètement leurs idéaux et se transforment finalement en ce qu'ils, plutôt elle en l'occurrence, ne souhaitaient pas devenir. Et je pense par exemple au personnage de Qassem Sultan, qui tout au long de son histoire, on la voit arriver comme une fraîche jeune fille de 13 ans qui est confrontée un petit peu à
à ce monde un petit peu hypocrite, un petit peu terrible des intrigues politiques, et elle est surtout confrontée à un personnage dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est Safiye Sultan, qui est vraiment le grand personnage qui est sa némésis dès le début, où on nous présente Safiye Sultan comme quelqu'un, excusez-moi, de redoutable, qui vraiment est capable de marcher sur tout le monde, de se servir de ses proches comme d'objets. Finalement, elle n'aurait recul devant rien pour conserver son pouvoir, mais c'est ce que devient Kösem finalement au bout d'un moment, puisqu'elle-même va perdre peu à peu d'elle-même et finir toute seule elle aussi par lutter contre le monde entier. Et donc finalement on retrouve ce côté un petit peu du principe on est tout seul au sommet. Oui, donc ces choses-là, ça se retrouve aussi dans les séries chinoises. Oui, voilà, on a vraiment ce côté des personnages qui perdent peu à peu tout ce qu'ils faisaient au début, leurs propres conditions personnelles. Je pense par exemple dans Shenhuan, où l'héroïne n'est pas toujours capable de protéger ceux qu'elle aime de la manière dont elle l'entend. Au début, c'est une jeune fille qui est pleine de bonnes intentions, qui a envie de frayer avec les gens en étant complètement neutre, sans s'investir de manière brutale dans les intrigues. Mais à un moment donné, elle se rend compte que ce n'est pas possible. Et finalement, elle finit par certes triompher de l'adversité, mais en employant des méthodes qu'elle qu'elle ne voulait pas ou qu'elle n'aurait pas eu envie d'utiliser, et donc elle finit complètement seule et désabusée. Et donc on a cette fin qui est très douce amère, et qu'on retrouve très souvent dans ce type de série, puisque finalement l'attrait du pouvoir et du lutte politique favorise les tensions, et parce que le contexte du harem étant ce qu'il est, il faut être capable vraiment de s'assurer soi-même ses arrières, et ça ne se tient pas sans rien tout ça. Donc on a vraiment le côté par exemple de Juan qui réussit là où elle avait échoué en adoptant des méthodes beaucoup plus violentes, et surtout parce qu'elle a été particulièrement malmenée au début lorsqu'elle s'y refusait. Alors, il y a un aspect aussi important, hein. Vous avez évoqué ce monde de femmes, du harem, ce milieu de femmes, c'est celui des grossesses, hein, puisque les concubines et surtout les favorites sont là pour donner au souverain, hein, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde chinois, sont là pour donner au souverain un héritier. Donc, qu'est-ce qu'il en est des grossesses ? Alors les grossesses sont vraiment très très bien traitées, je pense. On a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Peut-être moins finalement dans Kösem, on a un peu regretté ce côté-là, alors que finalement c'est une des sultanes qui a le plus d'enfants, puisqu'elle en a une dizaine au moins, 8 ou 10, quelque chose comme ça. Mais finalement c'est quelque chose sur lequel les scénaristes jouent beaucoup, et on voit bien que c'est l'enjeu numéro un des héroïnes, qui rêvent vraiment de pouvoir s'appuyer sur la naissance surtout d'un garçon, mais les séries chinoises nous montrent que quand on a une fille, ça marche très très bien aussi, pour s'élever dans la hiérarchie. Et qui dit grossesse dit aussi forcément vulnérabilité, puisque pendant 9 mois, ou en tout cas on va dire 6 mois pour certaines quand elles s'aperçoivent qu'elles sont enceintes, mais presque 9 mois, on a vraiment ce côté où finalement il pourrait leur arriver n'importe quoi, soit une rivale qui essaye d'empêcher cette grossesse, soit des complications. Même au niveau de l'accouchement, on a parfois des personnages qui sont au bord de la mort, et on a ce côté finalement aussi que la chance qu'on a de pouvoir être enceinte se retourne finalement contre soi. Et même si la médecine chinoise en elle-même vient souvent se proposer comme des rebondissements assez inattendus, on ne peut pas non plus toujours empêcher une héroïne de mourir en couche. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, le harem, c'est un espace de pouvoir. Alors justement, de par le pouvoir d'avoir un héritier, ces femmes du harem se projettent et projettent leur place sociale sur le règne suivant. Oui, exactement. On a ce côté d'héroïnes qui cherchent vraiment à essayer d'assurer leur place. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que elles sont là finalement en train d'essayer de prévoir le règne suivant, mais aussi de se projeter le plus loin dans l'avenir, puisqu'il faut absolument trouver un moyen d'assurer ses arrières, surtout quand on n'a personne en ce qui concerne les concubines ottomanes, mais quand on est aussi parfois la seule personne qui peut faire progresser la famille entière, comme pour les concubines chinoises. Et donc finalement, on a ce côté des femmes qui cherchent avant tout à se structurer autour d'un fils, un ou plusieurs, même parfois ça arrive, mais qui ambitionnent vraiment de voir leur fils devenir le futur souverain. Mais évidemment, on se doute que plus il y a de possibilités, plus il y a de personnes qui ont des enfants, et plus le choix va être restreint. Il va falloir qu'il n'y en ait qu'une seule sur tout
toute la possibilité de concubine qu'il y a. Donc finalement, ça redouble en plus les luttes les unes envers les autres, puisqu'il va falloir faire en sorte d'être la plus fine sur le long terme. Et d'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse avant de commencer à aller un petit peu plus loin. Je vais un peu évoquer finalement le système successoral occidental pour bien montrer les différences qu'on va observer après avec à la fois les séries turques et les séries chinoises. Donc nous, dans la plupart des royaumes occidentaux, on est habitué à un système qui est très très représenté en général. C'est le système dit de la primogéniture masculine, c'est-à-dire que c'est le premier fils, le fils aîné, qui monte sur le trône à la mort de son père. Et en général, on a assez peu de discussions à ce sujet. On a même une façon très claire de présenter ce successeur, puisqu'en général, ce fils aîné, il a un rang qui le désigne comme le futur héritier a un rang et même un titre parfois. En France, on a par exemple le dauphin. En Angleterre, on a le prince de Galles. En Espagne, on a le prince des Asturies, etc. Et dans l'Empire chinois et l'Empire ottoman, ce n'est pas du tout la même chose, puisque par définition, tous les fils peuvent être le futur empereur ou le futur sultan. Et ce jusqu'au bout, puisque personne finalement n'est assuré plus qu'un autre de pouvoir succéder à son père. C'est-à-dire que le droit d'aînesse ou le fait d'avoir la mère la plus influente, ça ne joue pas forcément. En tout cas, ça ne destine pas à être celui qui va triompher à la fin. Donc il peut y avoir tout un tas de complots et d'intrigues qui se tissent tout au long du règne pour essayer de faire monter des princes au-dessus des autres. Et donc finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces deux séries, puisque ce seront vraiment des sujets de très grande importance. Alors justement, c'est peut-être là aussi où c'est intéressant d'avoir cette comparaison entre les séries chinoises et puis les séries turques, puisque ce n'est pas, on voit à travers ces deux séries, ce n'est pas le même fonctionnement dans la succession. Exactement, oui. On a même justement un aspect qui est beaucoup plus dramatique au niveau des concubines ottomanes, puisqu'on a une règle qui est très importante et qui va vraiment être palpable tout au long des deux séries, un peu moins dans Muhteşem Yüzyıl, mais elle n'est pas absente pour autant et qui est très très présente dans Kösem. C'est une loi qu'on appelle la loi du fratricide. C'est une loi qui a réellement existé d'ailleurs et qui réglemente en fait les successions ottomanes. Donc c'est un aspect historique qui est assez terrible finalement à mettre en perspective. C'est-à-dire qu'en fait quand un sultan monte sur le trône, il a le droit de faire exécuter tous ses frères et demi-frères. Tout ça pour essayer d'empêcher finalement que quelqu'un vienne lui disputer ce pouvoir, puisque comme j'ai dit plus tôt, rien ne destinait finalement un prince parmi plus que les autres à devenir sultan. Et alors ça marchait bien quand finalement on avait des sultans qui étaient d'un certain âge, qui du coup avaient des frères ou des demi-frères qui avaient à peu près son âge, qui étaient des chefs militaires eux aussi. Mais quand on arrive finalement par exemple à l'époque de Kösem, où on a surtout des enfants en face, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus dramatique et beaucoup plus tragique. Et on avait ça aussi par exemple dans Muhteşem Yüzyıl, puisqu'on avait Hülem qui passait beaucoup de temps à avoir peur pour ses enfants, si son beau-fils Mustapha montait sur le trône. Et dans le cas de Kösem, c'est même encore pire, puisque très souvent les enfants sont enfermés ou sont menacés. On ne sait pas s'il va y avoir une espèce de cohorte d'exécuteurs qui vont arriver pour les tuer en pleine nuit. On a vraiment ce climat très très anxiogène. Et c'est quelque chose qui fait vraiment tout le sel de toutes ces intrigues, puisque ces femmes-là finalement se disputent finalement la couronne entre guillemets les unes les autres, mais elles se disputent surtout la vie de leur fils. Et le moindre faux pas, c'est évidemment la mort de leur fils. C'est quelque chose de vraiment très très dramatique à ce niveau-là. Alors justement, quelle est la situation dans le monde chinois, qui n'est pas tout à fait la même, c'est peut-être moins anxiogène pour les concubines que dans le monde ottoman. Un peu moins anxiogène, oui, puisque pour le coup on n'a pas la loi du fratricide, mais c'est quand même tout aussi incertain, puisque en ce qui concerne la dynastie Qing, on avait quelque chose sous la dynastie Ming qui était avec c'est-à-dire que l'impératrice avait été la seule à pouvoir faire monter finalement un fils sur le trône, donc on savait déjà pertinemment que c'était les enfants de l'impératrice qui allaient monter sur le trône, mais à l'inverse, sous la dynastie Qing, on ne sait pas désigner finalement un fils par rapport à un autre, et le nom du successeur, s'il est choisi à un certain moment, il reste secret en fait jusqu'à la mort de l'empereur. Il reste secret dans un document officiel qui ne sera lu qu'après les funérailles, ou en tout cas un petit peu avant. Et donc finalement, personne n'a connaissance du nom de ce successeur avant le début du règne suivant. Donc ça laisse une très très importante marge de manœuvre pour multiplier les intrigues.
J'ai parlé plus haut, par exemple, de Jin Yuan, qui cherche à s'assurer du trône pour son propre fils. Et pour ça, elle ne recule vraiment devant rien. C'est-à-dire même provoquer des fausses couches, s'assurer que certains fils tombent en disgrâce. On a des scènes particulièrement dramatiques pour ces garçons-là, où ils sont vraiment mis en défaut devant leur père, ils sont humiliés publiquement, et leur père, à ce moment-là, les méprise. Donc on a ce côté, il ne faut absolument pas faillir pendant tout le règne, parce que sinon c'est la déchéance totale. Et donc on a vraiment ce côté des fils qui doivent être irréprochables et se tenir jusqu'au bout. Et même, j'ajouterais même aussi à ce niveau-là un autre personnage très très intéressant, qui est le personnage de la concubine stérile, ou qui en tout cas est conditionnée à l'être. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces concubines sont liées à des familles, et donc évidemment on attend d'elles qu'elles mettent au monde des fils, mais parfois on peut aussi redouter qu'elles en mettent au monde. Parce que ça voudrait dire que leur famille, la famille maternelle de ces fils peut absolument vouloir placer cet enfant sur le trône plus qu'un autre. Et donc parfois on a des concubines qui, sans le savoir, ou même en le sachant et donc en se sachant condamnées, sont réduites à ne pas donner naissance à des enfants. Et c'est quelque chose vraiment qui les mine de l'intérieur. Et puisque elles savent évidemment qu'elles sont parfois plus puissantes que d'autres, puisque leur famille est importante, donc leur rang est assuré à ce niveau-là, mais elles savent aussi finalement que ce rang il est éphémère, puisque si un jour leur famille tombe en disgrâce, elles-mêmes tomberont en disgrâce et elles n'auront absolument rien pour se maintenir. Donc c'est un nœud scénaristique qui est assez tragique et que je trouve assez intéressant de voir ces femmes qui finalement essayent de combler un manque et d'essayer d'avoir des enfants à tout prix, puisque c'est la seule chose qui finalement leur restera une fois que leur époux, le souverain avec lequel elles étaient, va décéder. Et dans le règne suivant, il va falloir absolument être capable de se maintenir grâce à quelqu'un. Donc qu'il s'agisse finalement du sultan ou d'un prince, et la possibilité de se voir accéder au rang suprême, qui est finalement celui de la reine-mère. Donc pour les Ottomans, c'est celui de Validé Sultan, et pour les Chinois, c'est celui de Taihu. Et dans les deux cas, on est vraiment sur des concubines qui ont accédé au rang ultime, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elles ont transcendé leur position sociale. Elles ne sont plus des concubines parmi une multitude, elles sont la seule et unique reine-mère ou impératrice-mère, comme on pourrait dire, qui reste. Bien, Justine, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir dans cet épisode 10 de Histoire en série ces deux séries turques et ces deux séries chinoises qui mettent en avant des aspects un peu méconnus et souvent fantasmés de l'histoire de ces deux espaces, c'est-à-dire celui du harem. On rappelle que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur Twitter pour suivre notre actualité. Justine, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.